Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire dédié à l'interruptibilité garantie. Il se composera en deux temps, la présentation de l'offre, premièrement, et un moment de questions-réponses. Ce webinaire sera présenté conjointement par les deux transporteurs de gaz et par GRDF. Pour GRT Gaz, moi-même, Amélie Viau, épaulée par Arnaud Chevillon, et pour Terega, Emmanuel Bouquillon, qui co-présentera, épaulé également par Julien Caillard. Didier Haas de GRDF pourra répondre aux questions spécifiques relatives aux clients distribution. Emmanuel, je te laisse commencer la présentation. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc, je vais vous présenter le dispositif d'interruptibilité garantie. Il y aura 4 points qui seront abordés ici. Les prérequis pour participer au dispositif, l'appel d'offres qui va permettre de retenir les clients, les candidats qui souhaitent faire partie de ce dispositif. Un point important dans le cadre de ce dispositif, l'agrément du site. Et le dernier point, évidemment, quand on aura passé les 3 premiers, le contrat en lui-même et les conséquences opérationnelles que cela implique. Donc, pour faire un petit rappel de contexte, le Code de l'énergie prévoit la création de 2 types de capacités interruptibles, les capacités interruptibles garanties, les capacités interruptibles secondaires, à l'attention des clients industriels. Ce webinaire se focalise sur les capacités interruptibles garanties. Alors, l'arrêté du 3 octobre 2022, vous voyez, c'est récent, fixe donc les conditions d'agrément des clients industriels qui pourront faire partie de ce dispositif, ainsi que les modalités techniques de la mise en œuvre de ce dispositif, avec les interruptions et la rémunération que cela implique. En application de cet arrêté, les GRT vont publier sur leur site tous les documents nécessaires à la mise en place de ce dispositif. Un dernier point important à rappeler, parce qu'il n'est pas à proprement parler écrit dans l'arrêté, néanmoins, c'est un élément de rémunération complémentaire. Les capacités interruptibles garanties souscrites dans le cadre de ce dispositif seront exonérées de la compensation stockage à partir du 1er avril 2023. Donc, le contexte étant présenté, étant rappelé, nous allons parler maintenant donc des prérequis que les sites doivent respecter pour pouvoir faire partie de ce dispositif. Donc, ce type de contrat ne pourra pas être conclu par un certain nombre de sites industriels. Donc, typiquement, il y aura les sites qui assurent des missions d'intérêt général. Donc, typiquement, un hôpital, même s'il coche toutes les cases, alors, compte tenu de la mission qu'il remplit, ne pourra pas prétendre à faire partie de ce dispositif. Alors, pour information, les clients qui auraient un doute sur leur appartenance ou non à la mission d'intérêt général, sur le service qui est rendu, les préfectures en fait, de chaque département doivent publier au plus tard le 7 novembre une liste donc, des missions d'intérêt général et des sites qui remplissent ces missions. Donc à partir du 7 novembre, cette liste normalement sera disponible auprès des préfectures de chaque département. Également exclus les sites qui produisent de l'électricité à partir du gaz naturel. Et un dernier point qui concerne donc les sites fournissant du chauffage urbain. Alors normalement ces sites rentrent dans la catégorie des sites remplissant une mission d'intérêt général. Néanmoins, il y a une dérogation possible si jamais, pour ces sites, la capacité qu'ils proposent dans le cadre de ce dispositif peut être effectivement activée, donc interrompue, sans que cela impacte leur capacité à fournir du chauffage à leurs clients. Donc, si cette condition est remplie, les sites qui fournissent du chauffage urbain peuvent néanmoins participer à ce dispositif. Autre prérequis, donc pour un site, un lieu de consommation donné, sur toute la durée du contrat, donc ça concerne les capacités souscrites par le site sur le réseau de transport ou sur le réseau de distribution, sa capacité journalière ferme doit être, sur toute la durée du contrat, supérieure à 20 MWh par jour, supérieure au local. Et ensuite, la somme des capacités qui auraient été
qui aurait été souscrite, que ce soit, ou en tout cas proposée, que ce soit dans le cadre de dispositif d'interruptibilité garantie ou dans le cadre du dispositif d'interruptibilité secondaire, la somme de ces capacités ne peut pas être supérieure aux capacités fermes annuelles souscrites par le site. Donc ça, c'est les conditions pour rentrer dans le cadre des dispositifs. Troisième point, que le site ait consommé au moins 5 GWh de gaz en 2021. Et le quatrième point, et il fera l'objet de quelques slides de présentation complémentaire un peu plus loin, bénéficier d'un agrément délivré par le gestionnaire de réseau auquel le site est raccordé, donc soit de transport, soit de distribution. Voilà, maintenant je vais repasser la parole à Amélie pour vous présenter l'appel d'offres. Merci. Une fois que ces prérequis sont établis, comment remplir l'appel d'offres? Donc, les gestionnaires de réseau de transport organisent un appel d'offres ouvert à tous les clients éligibles, quel que soit le réseau auquel ils sont raccordés. Les consommateurs qui les souhaitent répondent à cet appel d'offres en proposant la capacité qu'ils souhaitent, qui sont prêts à s'interrompre et la rémunération associée. Les consommateurs les mieux-disants sont retenus pour conclure un contrat d'interruptibilité avec le gestionnaire du réseau de transport auquel il est raccordé ou auquel le réseau de distribution qui les alimente est raccordé. Pour être recevable, les réponses à l'appel d'offres doivent proposer une capacité interruptible au moins égale à 20 MWh et un prix de capacité interruptible au plus égal à 200 € par mégawattheure et par jour. Sur cette carte, vous pourrez voir quel est le gestionnaire de réseau de transport qui vous dessert suivant le territoire où vous êtes. Un petit focus sur le planning. Donc aujourd'hui, 21 octobre, c'est le jour du webinaire. Lundi, nous publierons sur chaque site de gestionnaire, de transport et de distributeur, la publication du replay et les premières questions-réponses issues de ce webinaire. Ensuite, il y aura l'ouverture des plateformes de questions-réponses pour vous permettre, jusqu'au 7 novembre, de poser vos questions-réponses suite à ce webinaire. Le 7 novembre, publication de l'appel d'offres sur chaque site, de gestionnaire de réseau de transport, avec les documents qui seront associés. Vous aurez, à partir du 7 novembre, 15 jours pour poser vos questions et nous pour y répondre, suivant les éléments que vous aurez suite à cet appel d'offres. Le 2 décembre, c'est la clôture de l'appel d'offres. C'est-à-dire qu'aucune offre ne sera recevable au-delà du 2 décembre. C'est également le cas pour les demandes d'agrément, dont on parlera un peu plus tard. Le 12 décembre, ça sera le début du lancement des signatures des contrats pour les clients qui seront recevables. Et ensuite, le 26 janvier, c'est le début des contrats. Comment le marché est attribué? Donc, le marché est attribué à l'offre économiquement la mieux disante déclarée recevable. S'il y a plusieurs propositions commerciales qui sont identiques, la recevabilité se fera par ordre décroissant des capacités interruptibles proposées. L'ensemble des offres reçues ne pourra excéder 150 GWh, 144 GWh pour GRT Gaz et 6 GWh pour Teréga. Au cas où le résultat de l'appel d'offres se révèle infructueux, les soumissionnaires ne pourront prétendre à aucune indemnisation. Qui plus est, les gestionnaires de réseaux de transport se réservent le droit de revenir sur l'attribution proposée dans le cas où l'entreprise ne retournerait pas l'ensemble des documents liés à la contractualisation, et ce dans un délai de 7 jours après envoi. Emmanuel, je te laisse nous parler de l'agrément du lieu de consommation. Merci. Donc, nous l'avons vu plus haut, pour pouvoir être retenu dans le cadre du dispositif d'appel d'offres, il faut valider un certain nombre de prérequis, mais il faut également présenter des garanties de disponibilité, donc être joignable dans un délai maximal de 2 heures. Pour vérifier cet aspect des choses, c'est-à-dire la bonne communication entre le gestionnaire de réseau de transport ou de distribution et le soumissionnaire qui souhaiterait faire partie de ce dispositif. Donc, il faut, et donc pour pouvoir être agréé, il faut que le client passe ce qu'on appelle un test d'ordre d'activation. Ce test est relativement simple. Le gestionnaire de réseau, soit de transport, soit de distribution, auquel le site est raccordé,
va envoyer un message test d'ordre d'activation, donc qui ne donnera pas lieu à l'activation effective des capacités interruptibles. Et ce test, en fait, devra être reçu par le client qui devra nous envoyer, donc dans les 2 heures qui suivent l'envoi du message, un message d'accusé de réception. Et c'est tout. Dans le cas où l'accusé de réception ne serait pas reçu dans les 2 heures par le gestionnaire de réseau auquel le client est raccordé, le test serait un échec et la demande d'agrément serait rejetée. Dans le cas contraire, le test serait un succès et si l'ensemble des autres prérequis est validé, eh ben, un agrément sera délivré au site industriel qui a répondu à l'appel d'offres. Cet agrément devra rester valable pendant toute la durée du contrat, c'est-à-dire de la signature du contrat jusqu'au 31 mars 2024 au plus tard. Donc maintenant qu'on a vu toutes les étapes permettant de participer à l'appel d'offres et d'être retenu dans le cadre du dispositif d'interruptibilité garantie, nous allons voir le contrat en lui-même. Et nous allons commencer par préciser quelques dates. Tous les contrats devront démarrer le 26 janvier 2023 et ils démarreront par l'envoi de ce qu'on appelle le programme de consommation journalière minimale. C'est un élément important du dispositif que nous vous présenterons dans le slide suivant. Ensuite, le dispositif en lui-même entrera en vigueur le 1er février 2023, c'est-à-dire que les premières activations potentielles démarreront à cette date-là, à partir du 1er février 2023. Les rémunérations associées au dispositif commenceront également du coup au 1er février 2023 et le contrat se terminera le 31 mars 2024. Donc, le programme de consommation journalière minimale, c'est un des éléments clés du dispositif d'interruptibilité garantie. C'est un élément essentiel. À la conclusion d'un contrat, donc, le client devra transmettre au gestionnaire de réseau auquel il est raccordé, tous les jeudis, au plus tard, le programme de consommation journalière minimale qu'il prévoit pour les 2 semaines suivantes. Lorsque le programme d'interruptibilité garantie n'est pas activé, chaque client devra consommer au moins ce qu'il a indiqué dans son programme. C'est pour ça qu'on parle de consommation journalière minimale. Lorsque l'interruptibilité garantie est activée, chaque client devra consommer au plus ce qu'il a indiqué dans son programme, diminué de la part de la capacité interruptible activée par le gestionnaire de réseau. Les 2 points précédents seront vérifiés par le gestionnaire du réseau auquel le client est raccordé et leur non-respect peut entraîner des pénalités qui viendront donc en déduction de la rémunération prévue. Pareil, les pénalités vous seront présentées un peu plus loin. Donc l'activation du dispositif. Pour activer le dispositif, un ordre d'activation, qui n'est plus un test à ce moment-là, est émis par le gestionnaire du réseau auquel le client est raccordé. Un ordre d'activation est transmis au plus tard à 16 heures pour une prise en compte lors du début de la journée gazière du lendemain, c'est-à-dire le jour suivant à partir de 6 heures. Tout ordre envoyé après 16 heures serait à prendre en compte pour la journée gazière, pas du lendemain, mais du surlendemain. La durée de... Oui, un point important que j'ai oublié, excusez-moi. Lorsqu'un ordre d'activation est envoyé, la durée indicative d'activation est précisée dans cet ordre. Elle est indicative, c'est-à-dire qu'elle peut être amenée à évoluer. Vous serez évidemment tenu au courant. La durée de chaque activation ne peut être inférieure à 24 heures et la durée cumulée des activations sur une année ne peut pas excéder 240 heures, c'est-à-dire 10 jours. L'arrêté prévoit au maximum 2 activations du dispositif par an, compris entre le 1er avril et le 31 mars. Dans le cadre du dispositif des dates qui vous ont été données précédemment, vous avez vu que le dispositif devait commencer au 1er février 2023, c'est-à-dire que entre le 1er février 2023 et le 31 mars 2023, potentiellement, nous pourrions faire appel 2 fois au dispositif d'interruptibilité garantie. Et ensuite, du 1er avril 2023 jusqu'au 31 mars 2024, nous pourrions de nouveau faire appel 2 fois à ce dispositif
C'est ce que l'arrêté prévoit. Donc, quand un ordre d'activation est envoyé, c'est qu'il y a eu une tension sur la consommation de gaz et l'alimentation, l'approvisionnement du réseau, l'approvisionnement de la France en gaz. L'objectif étant que cette tension se diminue, il y a donc un ordre de fin d'activation qui est également envoyé. Cet ordre de fin d'activation est d'application immédiate et quand il est envoyé, il précise la durée effective de l'activation. Lorsqu'un client reçoit un ordre de fin d'activation, il peut transmettre, en 24 heures en général, un programme de ses consommations journalières minimales mis à jour pour les 7 prochains jours. L'objectif étant de permettre au site de nous faire part de sa reprise progressive de consommation, le cas échéant, afin que nous puissions tenir compte d'un programme mis à jour au plus près. Voilà. Et maintenant, je vais laisser Amélie reprendre la parole sur la rémunération et les règles de rémunération. Merci. Donc effectivement, les capacités d'interruptibilité garantie sont rémunérées. Je vais essayer de clarifier ce volet rémunération. Donc la rémunération maximum que peut percevoir chaque année un client au titre du contrat d'interruptibilité garantie est égale au prix de la capacité interruptible qu'il aura contractualisée et multiplié par cette capacité. Et ensuite par le nombre de jours d'activation maximum. Cette rémunération est composée à 10% d'une part fixe et à 90% d'une part variable en cas d'activation. Des pénalités sont prévues dans l'arrêté. Hors activation, au-delà de 30 jours, si le site ne consomme moins que ce qui figure dans son programme de consommation journalière minimale. Et en cas d'activation, pour chaque jour où le site consomme plus que ce qui figure dans son programme, moins la part de capacité interruptible activée. Auquel cas les déplacements feront l'objet d'une pénalité de 200 € par mégawattheure de déplacement. Pour clarifier, on a fait un petit exemple. Donc, un consommateur ayant conclu un contrat d'interruptibilité garantie portant sur une capacité interruptible de 150 MWh avec une rémunération de 100 € par mégawattheure et par jour percevra sur 12 mois, hors pénalité, au maximum, s'il y a une activation de la totalité de cette capacité pendant 10 jours, 100 € du mégawattheure par jour, fois 150 MWh par jour, fois les 10 jours d'activation, soit 150 000 €. Au minimum, s'il n'y a pas d'activation, la part fixe sera de 10%, soit 15 000 €. Parlons un peu des pénalités. Pareil, vous aurez un temps de questions-réponses peut-être pour poser plus de questions. Si pendant 45 jours, au cours du trimestre, le client consomme moins que la consommation minimale déclarée dans son programme, diminuée de la capacité interruptible garantie souscrite, alors la part fixe du trimestre sera de 10 jours fois 10% sur 365 jours, fois 100 € fois 150 MWh fois 45 jours. Donc la part fixe du trimestre sera de 1 849,32 €. Mais il y aura des pénalités, puisqu'il a consommé moins, il n'a pas respecté son programme. Auquel cas, les pénalités seront de 45 jours moins 30 jours, puisque les pénalités courent à partir de 35 jours, fois 10 jours, fois 10% sur 365 jours, toujours, fois 100 € fois 150 MWh. La pénalité sera de 616,44 € qu'il faudra déduire de la part fixe du trimestre. En cas d'activation pendant 10 jours au cours du trimestre, GRT, par exemple, a activé 120 MWh, puisqu'il n'est pas obligé d'activer la totalité de la capacité contractualisée. Et le client a consommé pendant ces 10 jours moins que la consommation journalière déclarée, moins la capacité qui a été interrompue. Auquel cas, la part variable du trimestre sera de 90% fois 100 € fois 120 MWh fois 10 jours, soit 108 000 €. Si il y a une activation pendant 10 jours au cours du trimestre d'une capacité de 120 MWh et que le client a consommé pendant ces 5 jours moins que la consommation journalière déclarée, moins les 120 MWh activés, et pendant les 5 autres jours, sa consommation a été égale à la consommation journalière déclarée, alors la part fixe du trimestre sera
de 90% fois 100 € fois 120 MWh fois 5 jours. Ça sera de 54 000 €. Mais il y aura une pénalité qui sera appliquée pour non-respect du programme, qui sera de 200 € fois 120 MWh fois 5 jours. Et donc, ça sera une pénalité de 120 000 €. Parlons un peu de la résiliation du contrat. En cas de baisse de la capacité ferme annuelle, en deçà de la somme des capacités interruptibles, secondaires, s'il a déjà contractualisé à ce type d'offre, et garantie, le contrat sera dénoncé sans délai. Et en cas de retrait de l'agrément, le contrat sera également dénoncé de plein droit et sans délai. Si je résume, en synthèse, l'offre d'interruptibilité garantie par rapport aux autres mécanismes d'interruptibilité et de délestage permet au client, 1, de choisir le volume de capacité qu'il va proposer, de connaître mieux le préavis et de bénéficier d'une rémunération. Pour les gestionnaires de réseau, l'avantage de cette offre est de connaître le volume de capacité qu'il peut interrompre et d'avoir un mécanisme plus efficace car le client c'est basé sur le volontariat, le client souscrit à cette offre et il s'est préparé à ce type de mécanisme. En annexe, nous vous présentons les sites de référence concernant cette interruptibilité garantie. Donc pour GRT Gaz, le lien vers l'appel d'offres vous sera envoyé avec la même adresse que l'envoi de l'invitation au webinaire et l'ensemble des documents sera disponible sur une page dédiée dont vous voyez l'adresse à l'écran. Concernant Terega, l'ensemble des informations sera sur le site du portail client, excusez-moi, et l'appel d'offres sera également envoyé avec la même adresse que celle qui a été utilisée pour l'invitation à ce webinaire. Pour les entreprises locales de distribution, nous vous conseillons de contacter vos contacts habituels. Didier, je te laisse présenter la plateforme de dépôt d'offres de GRDF. Merci Amélie, bonjour à tous. Donc la plateforme de dépôt d'offres, en fait, GRDF l'a développée pour permettre aux clients raccordés à son réseau, enfin pour faciliter le travail des clients raccordés à son réseau qui voudront répondre à l'appel d'offres des transporteurs. Donc il faut l'avoir comme une étape intermédiaire entre le client et le site sur lequel les transporteurs vont gérer les appels d'offres. C'est tout simplement la plateforme qu'on a déjà utilisée pour conclure les contrats d'interruptibilité secondaire en début d'année et pour gérer l'enquête délestage entre mai et juillet. Donc, les clients de GRDF qui sont concernés, qui ont déjà accès à cette plateforme, pourront s'y connecter avec les mêmes identifiants que ceux qu'ils avaient pendant l'enquête délestage. Donc, pas besoin de mémoriser un nouveau site et un nouvel identifiant. Donc, on vous rappelle le lien à cette plateforme sur la slide. On va l'ouvrir le 7 novembre, c'est-à-dire au moment où l'appel d'offres va commencer, le premier jour auquel on va répondre. Et donc, les clients recevront un email ce jour-là pour bien leur confirmer que cette plateforme est accessible. Voilà. Pour aider à savoir sur quel site, sur quel transporteur va gérer le contrat. Donc chaque client aura l'information du transporteur auquel le réseau de distribution est raccordé à cet endroit. Et on aura prévu plusieurs onglets. Donc un pour les... Non, c'était la slide d'après, merci. Pardon. Et donc, on aura prévu un onglet accueil qui permet de rassembler un certain nombre de ressources, le planning notamment, si vous voulez revoir le webinaire qui est en cours d'enregistrement, avoir les liens vers les sites que vous avez rappelé avant. Un onglet spécifiquement pour les questions-réponses, pour consulter les questions-réponses de la foire aux questions. Et vous aurez aussi la possibilité d'utiliser cette plateforme pour poser une question qui n'a pas encore été renseignée, donc pour laquelle vous attendez une réponse spécifique, avec l'onglet formulaire. Donc, qu'on soit bien d'accord, il ne s'agit pas de constituer une deuxième foire aux questions à côté de celle des transporteurs, c'est juste un moyen d'accès à la foire aux questions qui sera partagée par tous les clients intéressés par l'appel d'offres. Voilà, donc on rappelle, ça a déjà été dit, il sera possible de poser une question uniquement entre le 24 octobre et le 18 novembre.
Sachant qu'entre le 24 octobre et le 7 novembre, l'appel d'offres n'est pas lancé. Ça sera des questions générales, ce ne sera pas des questions spécifiques sur l'appel d'offres. Une fois cette date passée, donc plus possible de poser des questions, la page de formulaire sera plus accessible, mais la foire en question restera accessible. Il restera possible de consulter les questions posées, les réponses apportées. Et on vous donne aussi le lien vers le site source, je dirais, de gestion des questions-réponses là sur la slide. Merci Didier. Maintenant, est-ce que vous avez des questions? Pardon, j'avais oublié de remettre mon micro. Donc oui, il y a des questions. Je vais les lire et les publier en même temps. Donc n'hésitez pas à continuer à poser vos questions. Beaucoup de questions qui ont été sur les slides seront-ils disponibles? Le replay sera-t-il disponible? Amélie, je te laisse répondre. Oui. Les questions, enfin, pardon, le replay et les questions suite au replay seront disponibles lundi sur le site de Terega, sur le site de GRDF et sur le site de GRT Gaz. La journée de lundi. Question pour Didier. Bonjour, les sites T3 sont donc sans capacité souscrite directement, sont-ils éligibles? Oui, ils le sont. C'est effectivement une question qu'on s'est posée puisque l'arrêté parle à un moment de capacité ferme souscrite, mais nos amis de GRT Gaz ont posé la question à la DGEC pour être sûr de l'interprétation et les sites T3 qui ont un relevé journalier sont éligibles au dispositif. Question, donc là c'est plus pour les transporteurs. Emmanuel, je te propose de répondre. Plus de 5 gigawattheures de consommation par point de livraison ou par contrat groupe? Alors, c'est par site de consommation, par site industriel, voilà, qui donc bénéficie d'un point de livraison ou d'un point de comptage et d'estimation. Nouvelle question. Bonjour, une rémunération peut-elle devenir négative si pénalité importante? Je te propose de répondre à Amélie, comme c'est toi qui as abordé la partie pénalité. Oui, les pénalités peuvent être importantes et la rémunération peut effectivement devenir négative. Question sur le programme. Y a-t-il une fourchette de tolérance sur les quantités du programme? Emmanuel? Alors, sur le programme, il n'est pas prévu dans l'arrêté de fourchette de tolérance. Ce qu'il est demandé, c'est de nous envoyer donc un programme minimal de consommation, donc bien de cibler une consommation quand le dispositif n'est pas activé d'un niveau de consommation au plus bas. En revanche, cela impliquera, si jamais on active le dispositif, que votre niveau de consommation devra baisser donc en deçà de ce niveau, donc au niveau du programme, diminuer des capacités interruptibles que nous vous avons demandé d'activer. Voilà. Merci. Donc, il y avait une autre question qui était le corollaire, qui était quelle est la raison d'un engagement de consommation minimale? Donc, tu as répondu. Une question pour Didier, c'est notre profil de consommation est P14. Est-ce que nous sommes éligibles à l'interruptibilité? Oui, tout à fait. Hein. Les clients P13 et P14 ne sont pas éligibles à l'interruptibilité secondaire, puisque l'interruptibilité secondaire est rémunérée par une réduction sur le coût de stockage. Et pour les profils P13 et P14, c'est des clients qui ont une consommation flat sur l'année, il n'y a pas de besoin de stockage, donc il n'y aurait pas de rémunération. Là, on est sur un dispositif tout à fait différent, où ce qui est rémunéré, c'est ce qui vient d'être expliqué, c'est une baisse de consommation par rapport à un programme préliminaire. Et donc là, le fait que le client consomme de façon plate ou pas ne joue pas. Donc oui, les P13 et P14 sont éligibles au dispositif. Une question pour Amélie qui est sur l'intérêt du mécanisme. Je lis, bonjour, hormis un gain financier sur le fait de vendre entre guillemets des mégawattheures non utilisés, quels sont les gains pour ceux qui y souscrivent ou plutôt qu'ont à perdre ceux qui n'y souscrivent pas? Alors, le gain, c'est déjà le client choisit
le volume de capacité qu'il propose. Donc, il le choisit, il se prépare à avoir cette interruptibilité sur le volume proposé. Il y a effectivement des gains financiers. On n'y reviendra pas forcément. Le client connaît le préavis et surtout, le gain, c'est de ne pas activer l'ultime mécanisme qui est le délestage. Le délestage, le préavis, c'est 2 heures, c'est non rémunéré et le but, autant pour le consommateur que pour le gestionnaire de réseau, c'est de surtout pas activer ce mécanisme. Donc, le gain est multiple. Une autre question, alors là, ce n'est pas en lien direct avec le mécanisme d'interruptibilité, donc je vais la poser, la publier et y répondre. C'est 200 € par mégawattheure serait aussi la base pour la facturation de la pénalité du rationnement ou nommé dernièrement répartition de la consommation gaz. Les textes n'existent pas, ne sont pas encore publiés, donc nous ne savons pas quel sera le contenu de ce mécanisme de répartition de la consommation. Une question pour Amélie, et tu peux revenir sur le slide où tu détaillais les pénalités. Ce ne devrait pas être 90 jours sur la part fixe du trimestre et non 45 points d'interrogation. Alors, si pendant 45 jours au cours du trimestre, le client consomme moins que la consommation... Alors, attends. Voilà. Pourquoi la part fixe est calculée sur 45 jours et non pas sur 90 jours? Amélie était sympa avec vous, elle n'a pas mis tout le détail des calculs, mais on doit calculer tous les jours une disponibilité de la journée. Et si vous ne consommez pendant 45 jours pas moins que la consommation minimale déclarée diminue les capacités souscrites, à ce moment-là, vos jours sont considérés comme non disponibles et la rémunération fixe de chacune des journées passe à 0. Vous avez tout le détail des formules dans l'arrêté. Vous aurez tout le détail des formules, vous aurez les slides, vous aurez tout le détail des formules dans les projets de contrat qui seront publiés. Donc, vous aurez tous les éléments pour l'appel d'offres. Juste un petit complément, excuse-moi Arnaud, un tout petit complément là-dessus. Donc de ce point de vue, en fait, par rapport au slide d'Amélie, effectivement, sur la question qui m'a été posée plus tôt, sur la tolérance, en fait, je pense que là, il y a effectivement une tolérance par rapport au programme, c'est-à-dire que on ne calculerait des pénalités sur le non-respect du programme de consommation journalière minimale que si sur un mois donné, oui, la consommation se situe en deçà du programme minimal sur plus de 30 jours. Donc, il n'y a pas de... La tolérance se situe là, entre 0 et 30 jours. Il y a une tolérance d'un tiers de la durée, voilà, qui permet de ne pas être pénalisé sur la part fixe. Oui, tout à fait. Autre question, je te propose de continuer, Emmanuel. Bonjour, lorsque je suis soumis à un ordre d'interruptibilité et que j'ai des engagements de volume consommés envers mon fournisseur, puis-je demander à mon fournisseur une baisse du volume contractuel? Alors, votre fournisseur sera informé du fait que vous avez souscrit à cette offre. Il va falloir qu'on regarde un peu plus précisément cette question. Je vous propose d'y revenir dans les questions-réponses qui seront publiées sur le site ultérieurement. A priori, cet engagement, en fait, vis-à-vis de votre fournisseur, il est sans objet pour le présent contrat. C'est-à-dire que si vous prenez un engagement envers nous qui vous met en défaut par rapport à votre fournisseur, effectivement, c'est spontanément la première réponse qui me vient. Et encore une fois, il faut qu'on vérifie. Mais c'est que, effectivement, vis-à-vis de votre fournisseur, vous seriez pénalisable, je suppose. Autre question, là, comme la réponse est simple, je vais l'apporter. Même rémunération si réseau de transport ou réseau de distribution, vous signerez des contrats avec les gestionnaires de réseau de transport, quel que soit le réseau sur lequel vous êtes raccordé. Donc oui, c'est rémunération unique. Mode de rémunération unique, mode de calcul unique. Question, l'interruptibilité peut-elle avoir lieu la nuit ou le week-end? Je ne sais plus qui avait parlé des délais, si c'était Amélie ou Emmanuel. C'est simple, la rémunération.
Effectivement, week-end compris, hein, un ordre peut être activé, peut être envoyé le samedi ou le dimanche, et le délai de réponse, donc l'accusé de réception doit toujours être envoyé dans les 2 heures, et la baisse de la consommation doit s'en suivre. Après, en règle générale, si on s'attend à une... Enfin, c'est non engageant ce que je vous dis, mais si on s'attend à des tensions sur l'approvisionnement, on imagine que les tensions apparaîtront plus facilement en semaine, en cours d'une activité économique complète que le week-end. Mais théoriquement, le week-end est possible, effectivement. Je vais te poser la question suivante, Emmanuel, parce qu'elle est dans la même veine. Y aura-t-il une possibilité d'être interrompu plusieurs jours à la suite? Alors oui, tout à fait. Quand un ordre d'activation est envoyé, ce dont vous pouvez être sûr, c'est que la capacité sur laquelle vous vous êtes engagé à baisser votre consommation, celle qu'on vous aura demandé, celle sur laquelle vous aurez été sollicité, sera activée pour au moins une journée, mais par contre, ça peut être plus et ça peut monter jusqu'à 10 jours d'un coup. En revanche, donc comme cela a été dit auparavant, on peut activer ce dispositif 2 fois dans l'année au maximum, pour une durée cumulée de 240 heures, donc de 10 jours maximum. Ça veut dire que si on l'a activé une fois pour une durée de 10 jours, eh ben, on ne pourra pas l'activer une deuxième fois. Et si on l'a activé une fois pour une durée de 8 jours, eh ben, on pourra l'activer au mieux une deuxième fois, mais pour une durée de 2 jours maximum. Quelques questions sur le contrat. Donc, ça va plutôt être pour toi, Amélie, je te propose. Donc, les contrats débutant au 26 janvier, que se passe-t-il si des restrictions sont demandées avant? Eh bien, il n'y aura pas de contrat, donc il n'y aura pas de capacité interruptible garantie à activer. L'activation du contrat commencera le 1er février. Autre question sur les contrats. Est-il possible de souscrire un contrat en excluant une période calendaire spécifique en cas de forte activité industrielle prévue? Non. Il n'y a pas, en fait, le contrat est la déclinaison de l'arrêté, et l'arrêté ne prévoit pas ce type de possibilité. Troisième question dans la même veine. L'incertitude est élevée sur les niveaux de consommation pour S2 2023 et T1 2024. Est-il possible d'actualiser la capacité souscrite au pas de temps mensuel ou trimestriel au cours du contrat? Non. En fait, la capacité interruptible que vous allez souscrire sera sur la durée du contrat. Question sur un peu plus générale, je ne sais pas si c'est Emmanuel ou je peux y répondre, c'est quelle est la différence entre capacité interruptive garantie et secondaire? Ce sont 2 contrats différents qui ont des modalités d'activation différentes, qui ont des modalités de pénalité différentes, qui ont des modalités de rémunération différentes. Le seul point commun entre les deux, c'est qu'il y aura une vérification, et c'est écrit dans l'arrêté du mois d'octobre, que la capacité ferme souscrite ou calculée pour les cas des clients T3 du réseau de distribution doit à tout moment être supérieure à la somme des capacités interruptibles, secondaires ou garanties que vous proposez. Si tel n'était pas le cas, l'arrêté prévoit les modalités de dénonciation des contrats d'interruptibilité. Alors, je ne l'ai plus en tête, je crois que ça va être. Il y en a un qui est prévu avant l'autre et après c'est par délai. Aussi, autre question, je vais vous apporter la réponse parce qu'on parle de lien et je sais qu'elle arrivait un peu plus souvent. L'articulation entre l'interruptibilité et le rationnement ou la maîtrise de la consommation. Ce sont 2 mécanismes différents. Les interruptibilités sont prévues pour passer un problème de pointe, des déséquilibres offre-demande au niveau global France un jour donné. Le mécanisme de répartition de la consommation est prévu pour passer un problème de volume sur l'ensemble de l'hiver et pour préserver en fin d'hiver des stockages qui sont un élément indispensable au réseau. Un stockage plein émet du gaz de façon importante, un stockage partiellement vide émet du gaz de façon moins importante. Donc on voit que si les stockages sont vides en fin d'hiver, ils concourront moins à l'équilibre offre-demande, surtout l'hiver.
On demande que tu remettes, Amélie, le slide sur la rémunération si tu l'as encore. Mais de toute façon, tous les slides seront sur notre site internet, hein, donc vous aurez tout. L'interruptibilité est-elle bien la mesure numéro 1 qui sera mise en place? Plus il y aura le rationnement, plus le délestage. Donc le rationnement, c'est quelque chose qui est à part. Oui, l'interruptibilité garantie est la première mesure qui serait activée si on devait l'utiliser. Voilà, ce serait la deuxième mesure. La première, ce serait l'interruptibilité qui existe sur les autres transports, qui est l'interruptibilité souscrite par les expéditeurs dans les contrats d'acheminement, puis l'interruptibilité garantie, puis l'interruptibilité secondaire, puis le délestage s'il devait y avoir. Tout l'intérêt, et je reprends ce que vous avez dit, Amélie, tout à l'heure, plus les clients souscriront, ceux qui le peuvent, souscriront à des contrats d'interruptibilité garantie, mieux c'est pour tout le monde. C'est-à-dire que vous serez rémunéré et vous aurez le temps de vous organiser si le réseau devait être tendu, parce que voilà, vous savez que vous pourrez être appelé, vous savez que vous serez prévenu la veille à 16 h au plus tard pour une activation à 6 h le lendemain matin. Si personne ne souscrit le contrat d'interruptibilité garantie et qu'il y avait un problème sur le réseau, eh ben, on passerait directement aux mesures suivantes, dont le délestage, dont le préavis est 2 heures. Voilà, et qui n'est pas rémunéré. Question sur le contrat, Amélie, je te la pose. Bonjour, est-ce qu'il est possible de réviser notre prévision et si oui, avec quelles conditions? Préavis ou motif? Alors, Là, je pense qu'on parle du programme. Ah oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Si on parle du programme, le programme, en fait, tous les 15 jours, tous les jeudis, pardon, vous devrez envoyer le programme pour les 15 jours suivants. Donc, vous pouvez le réviser toutes les semaines presque, puisqu'il y aura tous les jeudis un envoi pour 15 jours qui se fera sur toute la durée du contrat. Mais après, il n'y a pas de révision autre que dans l'envoi des programmes. Je ne sais pas s'il était... Question, alors là, on a répondu. Qu'en est-il des 10 entreprises qui ne souscrivent pas à ce dispositif? C'est une souscription sur la base du volontariat. Donc, voilà, si vous pouvez et que vous voulez souscrire, bah, vous serez les bienvenus. Donc après, le système d'appel d'offres permettra de sélectionner les, alors, il y a mieux disant, peut-être pas le terme, mais de sélectionner les propositions. Si vous ne voulez pas souscrire, bah, vous ne souscrivez pas. Question sur le contrat. Si le contrat interruptibilité prévoit 2 jours entre le 1er mars et le 31 avril, que cela signifie-t-il? Pendant les mois hivernaux, nous pourrons avoir 8 jours consécutifs. Alors le contrat prévoit que tous les ans, sur une période de 1 année, il ne peut pas y avoir plus de 2 interruptions et que chaque interruption ne peut pas durer moins de 24 heures et la somme des interruptions ne peut pas durer plus de 240 heures, soit 10 jours. Oui, si on interrompt 2 jours entre le 1er mars et le 31 avril, et qu'il devait y avoir le 1er avril, ça commence le 1er avril, c'est s'il y a une première interruption de 2 jours à un moment de l'année et qu'on devait utiliser une deuxième fois ce mécanisme, la deuxième interruption ne pourrait excéder 8 jours. Question globale sur les mécanismes. Pourra-t-on malgré tout être délesté si on ne souscrit pas d'un contrat d'interruptibilité? C'est ce que vous a dit Amélie, c'est plus les clients souscriront de contrats d'interruptibilité, moins il y aura de risque de délestage en cas de crise majeure d'appro. Et le corollaire, c'est moins des clients souscrivent de contrats d'interruptibilité, plus le risque de délestage en cas de crise majeure d'appro toujours est grand. Est-ce qu'il y a une limite du prix de la capacité interruptible qu'on pourrait déposer? Amélie, oui. Je te pose la question. Oui, il y a une limite de prix qui est plafonnée à 200 € du mégawattheure. Ça, c'est l'arrêté. Il le prévoit. Enfin, qui est plafonné, oui. Également, pardon, excuse-moi, Amélie, il y a une limite également de capacité proposable. Oui. Une proposition ne peut pas être inférieure à 20 mégawattheures de capacité proposée pour un prix donc ne pouvant pas excéder 200 € par mégawattheure.
Alors une question un peu plus générale, c'est bonjour. Pour les entreprises qui pourraient interrompre ou diminuer leur activité du fait de prix élevés de l'énergie, doivent-elles dénoncer le contrat d'interruptibilité rémunéré au moment où elles prévoient de diminuer leur consommation pour des raisons économiques? Je pense que c'est en lien avec le programme. Oui. Le contrat est pour une durée donnée, donc c'est le 31 mars 2024, et il ne peut pas, on ne peut pas dénoncer le contrat pour ce type de raison en tous les cas. Les raisons pour résilier le contrat, ça serait l'agrément a été retiré ou la capacité ferme annuelle est inférieure à la capacité aux capacités interruptibles souscrites. Autre question alors je vais les publier, on y a déjà répondu, c'est oui, si on souscrit, on réduit le risque de délestage. Oui, et si on souscrit, on ne pourra pas avoir de délestage. On réduit, par contre, s'il n'y a plus de gaz, il n'y a plus de gaz. À une question, oui, ça a été évoqué, je te laisserai répondre, Amélie. Les sites qui ont des turbines à gaz ne sont pas éligibles. Alors, les sites qui ont des turbines à gaz, alors les sites qui produisent de l'électricité à partir de turbines à gaz. Alors, les sites qui produisent de l'électricité ne sont pas éligibles. Que ce soit turbine à gaz ou moteur à gaz, quel que soit le moyen que vous... C'est écrit dans l'arrêté, si vous voulez. Oui. Vous y référez. Tu veux que je remonte le slide? Non? Je peux le remettre. Alors, allez-vous proposer des créneaux connus à l'avance, plusieurs semaines à l'avance, pour que les industriels puissent couper leur consommation et s'organiser en conséquence en amont? Là, c'est sur les délais d'activation. Les délais vous ont été présentés. C'est en cas de problème majeur sur le réseau. L'activation arrivera au plus tard à 16 h pour un effet à 6 h le lendemain matin. J'en profite. Hier a été présenté le site internet EcoGaz qui a été co-construit par GRTgaz, Terega et l'ADEME, qui est le pendant gazier du site EcoWatt, qui donnera des informations à 5 jours sur l'état de tension du réseau. Vous pouvez le trouver en vous connectant sur myecogaz.com. Vous pouvez vous abonner, vous serez destinataire des alertes orange ou rouge si elles devaient arriver par mail ou par SMS. Donc voilà, c'est un moyen pour vous aider à connaître l'état de tension du réseau. Vous pouvez y aller régulièrement. Donc voilà, j'en profite pour faire un petit peu de pub. Sur le programme de consommation, on ne tient donc pas compte ensuite de la rigueur climatique. Le programme de consommation, c'est le client qui le fait. Suivant les éléments, voilà, les éléments qu'il a et qu'il connaît. Donc, le programme peut tenir compte, suivant l'analyse qui est faite au moment où on fait le programme, il peut tenir compte des aléas climatiques. Une question en lien avec le programme, et on va gagner du temps, je vais répondre, c'est pourquoi ne pas se baser sur la CJS, donc ça va être la capacité journalière souscrite, et avoir introduit un prévisionnel de conso comme référence, parce que vous pouvez, un jour donné, n'avoir un niveau de consommation qui est inférieur à la capacité journalière souscrite. Et donc, le but, c'est que qu'on puisse mesurer la baisse réelle de consommation, et pas la baisse théorique par rapport à une capacité qui est souscrite pour un an. Quelqu'un me demande de réexpliquer délestage, interruptibilité. Si il y avait des problèmes sur le réseau, des problèmes majeurs, les gestionnaires de ce transport ont un premier outil, ont des outils à leur main. Le premier, c'est l'interruptible par les expéditeurs, outil des contrats d'acheminement que nous activerions. Puis, nous appliquerions le code de l'énergie qui prévoit qu'on active l'interruptibilité garantie. Si ça ne suffit pas, et toujours en application du code de l'énergie, pour l'interruptibilité garantie, c'est l'article L431-6-2. Et pour l'interruptibilité secondaire, c'est l'article L431-6-3 qui prévoit qu'on active l'interruptibilité secondaire si l'activation de l'interruptibilité garantie n'a pas suffi. Et si malgré tout, le réseau était encore très déséquilibré
et qu'on avait une menace pour les clients protégés. Les clients protégés sont les particuliers, ce sont ceux qui remplissent les missions d'intérêt général dont vous a parlé Mel tout à l'heure. À ce moment-là, on utiliserait le décret 2022-495 du mois d'avril qui définit le délestage. Pour le délestage, vous avez été interrogé par vos gestionnaires de réseau au cours de l'été, avant l'été. Tous les éléments ont été transmis aux préfectures pour savoir dans quelle catégorie vous vous trouveriez. Les réponses des préfectures commencent à arriver. Alors, beaucoup de questions. Y a-t-il un mécanisme de rémunération pour une baisse temporaire des capacités journalières souscrites? Non, la capacité n'est pas en lien. Une question sur la rémunération. La rémunération du mégawattheure dépend de la quantité interruptible. Dans le slide 8, il est indiqué 200 € et dans l'exemple, il est indiqué 100 €. Alors, les 200 €, c'est les 200 € relatifs. Excusez-moi, je retombe. Je pense que c'est le montant maximal que vous pouvez proposer comme prix. Oui, pardon. Oui, c'est le montant maximum de l'offre. Et 100 €, c'était en fait, c'était un exemple. Vous pouvez échanger 100 € par 200. Dans l'exemple. Dans les exemples présentés, en cas d'activation donc pendant 10 jours, là on avait pris effectivement le cas de figure d'un client qui aurait proposé un prix de 100 €, donc il serait rémunéré à hauteur de ce prix en cas d'activation. En revanche, l'arrêté fixe aussi le montant de la pénalité à appliquer si jamais la consommation du client venait à dépasser ce qu'on l'a autorisé à consommer dans le cadre de ce dispositif. Et donc, si jamais le client venait à consommer plus alors que le dispositif est activé, pour chaque mégawattheure consommé au-delà de son seuil de consommation, il serait pénalisé à hauteur de 200 € par mégawattheure, par mégawattheure consommé par jour, ce qui est en fait une application directe de l'arrêté publié le 3 octobre. Alors, question, pardon, sur les mécanismes. Si les équipes commencent à 5 heures, 24 heures d'interruptibilité vont nous désorganiser 2 jours, pourquoi ne pas déclencher à 4 heures l'interruptibilité? Parce que l'arrêté prévoit qu'elle est déclenchée à 6 heures. Alors, le 6 heures a été choisi par les autorités parce que c'est la journée gazière commence à 6 heures du matin. Question pour le prix, Amélie. Qui fixe le prix du mégawattheure dans le cadre de la rémunération du contrat? Eh bien, c'est le client, quand il dépose l'offre, il dépose une capacité interruptible qu'il souhaite, supérieure à 20 MWh et le prix, il le fixe lui-même et il doit être inférieur à 200 € du mégawattheure. Après, il y aura, juste une petite précision. Donc, il y aura un appel d'offres. Le client dépose son offre et ensuite, les GRT sélectionneront sur la base du mieux-disant les clients qui pourront souscrire au contrat dans l'idée d'avoir 150 gigawattheures jour au niveau du territoire France, 144 pour GRT gaz et 6 pour Terega. Autre question, alors là, un peu plus technique, je vous la livre. En cas de coupure d'autres énergies, type électricité, certains process qui utilisent le gaz seraient naturellement à l'arrêt et conduiraient donc à consommer moins que la cible annoncée. Quid des pénalités dans ce cas? Eh bien, c'est une bonne question. Je vois mes collègues qui réfléchissent tous en même temps.
autant sur la partie délestage de la consommation, il est prévu dans le décret qu'il y ait des liens très forts entre les gestionnaires de réseaux de transport d'électricité et les gestionnaires de réseaux de transport de gaz pour préserver les gros moyens de production d'électricité. Je parle des centrales à gaz, des unités qui ont des puissances électriques de 400 à 800 MW. Autant ce cas n'est pas prévu. Alors, si vous deviez... oui. Effectivement, je pense que pour répondre à cette question, on va encore avoir besoin de réfléchir un petit peu. Cela dit, en fait, il faudra distinguer deux cas de figure. Soit on est dans une situation où nous sommes nous-mêmes, le dispositif est activé et nous sommes nous-mêmes en train de vous demander de consommer moins, et auquel cas, si vous consommez encore moins, ben, il n'y aura pas de pénalité parce que ça va dans le sens de ce dont on a besoin à ce moment-là. Soit nous rentrons dans le cas de figure où le dispositif n'est pas activé et donc on vous demande, ce qui vous est demandé dans l'arrêté en tout cas, c'est de consommer au moins le programme que vous nous avez déclaré et de pas être en dessous. Si jamais effectivement en électricité il y avait un problème et que ça provoquait une baisse des consommations de votre côté en gaz, et ça voudrait dire potentiellement que vous vous trouveriez en dessous du programme annoncé. Et dans ce cas de figure, je vois deux choses. Premièrement, sur un trimestre, il y a une tolérance de 30 jours. 30 jours pendant lesquels vous pouvez vous trouver en dessous du programme annoncé. Donc 30 jours sur un peu plus en moyenne 91 jours sur un trimestre. Ça, c'est le premier cas de figure. Deuxième cas de figure, vous seriez au-delà des 30 jours déjà, et auquel cas il faudrait effectivement se mettre autour d'une table et discuter de tout ça. Mais théoriquement, voilà, si vous excédez ces 30 jours et que c'est lié à des conséquences sur la consommation, la production d'électricité en France, l'application de l'arrêté stricto sensu, c'est que normalement il y a une pénalité qui doit être calculée. En pratique, je pense qu'il faudrait qu'on échange avec vous sur ce point-là. On a aussi encore des questions sur les prix, sur le prix est-il variable? Non, le prix que vous posterez, qui sera retenu après l'appel d'offres, sera un prix ferme pendant toute la durée du contrat. Voilà, et c'est un prix unique. Il n'y a pas de prix pour un niveau d'activation, pour une durée d'activation, et un autre prix pour une deuxième durée d'activation. Là, je réponds à la question. Une question, mais tu l'as mis, Amélie, donc la réponse est, je te laisse répondre. En plus, les capacités que vous proposerez, non seulement seront rémunérées au titre du contrat d'interruptibilité de garantie, mais elles seront exonérées de compensation stockage. Je traduis la question. Il y a une question, alors je vais la publier. Si le client apporte un service plus grand que ce qu'il a rendu, c'est-à-dire s'il baisse plus que ce qu'il s'était engagé à faire, est-ce qu'il est pénalisé? Au contraire. Bien au contraire, plus vous aidez le système, mieux c'est. Il n'y a pas de pénalité si vous aidez plus que ce que vous étiez engagé à aider. S'il y a une panne et vous consommez 0, il suffit juste que dans le programme que vous nous envoyez toutes les semaines, vous indiquiez 0. Et bien entendu, si c'est une panne qui est involontaire, il y aura pas, on discutera entre vous et nous, mais on ne va pas pénaliser un client parce qu'il serait en dessous de sa consommation minimale du fait d'une panne. C'est totalement involontaire de votre fait. Une question un peu pour Amélie. Si nous souscrivons au contrat, une rémunération est prévue si nous respectons le niveau de consommation. Une pénalité s'opère si nous consommons moins ou plus. En fait, l'objectif du contrat, c'est effectivement, il faut respecter le programme que vous allez produire tous les 15 jours. Tous les jeudis pour les 15 prochains jours. Donc, il y a une pénalité à partir du moment où le client consomme... Alors, attendez, je reprends, excusez-moi. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Donc, il y a des pénalités qui sont prévues hors activation
au-delà de 30 jours si le client consomme moins que ce qui figure dans son programme. Et quand il y a une activation, pour chaque jour où le client consomme plus, auquel cas il y aura une pénalité qui est de 200 € du mégawattheure par jour de dépassement. Je ne sais pas si je réponds correctement à la question. Écoute, on apportera des compléments. Toutes les questions pour lesquelles vous avez des réponses feront l'objet d'une publication dans la fiche questions-réponses. Donc voilà, vous retrouverez toutes les réponses début de semaine prochaine. À 2 questions, je vais y répondre rapidement. Comment connaître le choix du classement de notre site par le préfet suite à l'enquête de cet été? Donc là, on parle de l'enquête délestage. Les préfectures, selon le décret 2022-495, doivent vous notifier du classement dans une des 3 listes. Vous voyez même, il y a 4 niveaux de classement. Il dit soit vous êtes une centrale à cycle combiné avec une puissance électrique de plus de 150 MW, soit vous êtes un site remplissant des missions d'intérêt général, soit vous êtes un site rencontrant des difficultés, subissant des conséquences économiques à partir d'un certain seuil de consommation, soit les préfectures peuvent déclarer que vous n'êtes dans aucun de ces 3 cas-là. Voilà, donc vous serez notifié, et même nous aussi, lorsque les réponses seront faites. Une question pour Amélie, puis la suivante, je te la poserai Didier. Donc, la première, c'est quelle est la condition la plus forte, obtenir les 150 GWh ou le plafond à 200 €? En d'autres termes, comment va-t-on sélectionner les réponses à l'appel d'offres? Alors, d'abord, sur les offres les mieux disantes, sur le prix. Voilà, ce sera les offres les moins chères et ensuite, ça sera au niveau des volumes. Question suivante. Amélie, si tu peux remettre le slide de Didier sur la fiche questions-réponses. Comment peut-on poser des questions concernant ce dispositif après le webinaire? Donc, c'est juste après le webinaire, effectivement, il faut aller sur le site qui s'appelle questions-réponses, hein, puisque la plateforme GRDF sera utilisable seulement à partir du moment où l'appel d'offres aura été lancé, donc dans une dizaine de jours, le 7 novembre. Question simple, et je vais y répondre, on va gagner du temps. La capacité interactive souscrite n'est pas modifiable pendant la durée du contrat? Non. Tous les clients pour retenir l'appel d'offres auront un prix différent. Ils ont mis un prix différent dans leurs enchères? Oui. Comment définissez-vous la consommation de base? Donc le programme, c'est vous qui nous indiquerez toutes les semaines la consommation minimale que vous envisagez pour votre site au cours des 2 prochaines semaines. Là, et nous prendrons telles quelles vos données. On vous remettra la formule avec la part fixe et la part variable. Là, on sent que voilà, vous pouvez vous amuser à lire l'arrêté, c'est pas complètement limpide. Voilà, en relisant le stade qui était présenté par Amélie sur les modalités de calcul, vous verrez, l'exemple est assez parlant. Amélie, pendant l'appel d'offres, comment connaître notre chance d'être retenu en temps réel? Aucune. Aucune. Pour une équité de traitement, en fait, l'ensemble des réponses se fera le même jour et la durée de la consultation se fera du 7 au, excusez-moi, je reprends, du 7 novembre au 2 décembre. Il n'y aura aucune réponse en cours d'appel d'offres. Il y a une reformulation de la question à laquelle tu as répondu tout à l'heure, Amélie, sur le volume de 150 GWh et le prix. Et la question et la réponse, je te laisse la faire, elle est assez simple. Que se passe-t-il si nous n'obtenons pas les 150 GWh? Augmentons-nous le prix minimal, le prix de 200 €? Alors, si tu peux reformuler, j'ai peur de ne pas comprendre en fait. Lors de l'appel d'offres, on n'obtient pas 150 GWh. Est-ce qu'on refait un appel d'offres? L'appel d'offres, l'ensemble des réponses des clients arrive à 130 GWh par exemple. Est-ce qu'on referait un deuxième tour en mettant un prix supérieur, en permettant des offres avec des prix supérieurs à 200 €? Pour l'instant, ce n'est pas prévu dans l'arrêté. A priori, il n'y a pas de deuxième tour prévu.
Une question pour Didier, je vais te laisser répondre. Un site T4 avec une capa journalière de 50 MWh jour et de plus de 5 GWh par an est-il éligible? T4, 50 MWh jour de capacité et une consommation supérieure à 50 GWh par an. Ah oui, tout à fait. Oui. Quelques questions sur le délestage, je vais y répondre sur gagner du temps. Que se passe-t-il concernant le délestage pour les sites d'intérêt général inférieurs à 5 GWh par an? Dans les ordres de priorité que nous devrions utiliser en cas de délestage, il est prévu 4 priorités, dont la 4e et tous ceux qui ne sont pas dans les catégories 1, 2 et 3. Donc en gros, si jamais la situation est très tendue, que tous les mécanismes d'interruptibilité n'ont pas fonctionné, que l'arrêt des CCG, sous réserve que ça n'est pas en péril, le réseau électrique ne fonctionne pas, que l'arrêt des clients de plus de 5 GWh jusqu'au niveau minimal qui a été retenu par la préfecture ne fonctionne pas. Ça, c'est le deuxième ordre. Que l'arrêt de ces mêmes clients de plus de 5 GWh en deçà du niveau minimal retenu par les préfectures ne suffit toujours pas. À ce moment-là, nous pourrions être amenés collectivement, entre transporteurs et distributeurs, à demander à des clients remplissant des missions d'intérêt général de s'arrêter. Parce qu'il y aura, ça veut dire qu'il n'y a pas assez de gaz sur le réseau. Question, je vais y répondre, ça va être assez rapide. Qui recevra la notification des préfectures? Celui qui a été désigné comme interlocuteur pour l'enquête délestage. Lorsque vous avez rempli les questionnaires, vous avez indiqué l'interlocuteur enquête délestage, c'est lui qui sera notifié par les préfectures. Beaucoup de questions sur les préfectures. Il a une question, je vais redire la réponse. C'est si nous souscrivons un contrat d'interruptibilité secondaire, sommes-nous exemptés des mesures de rationnement ou d'interruptibilité garantie? Non, ce sont des mesures à part. Le rationnement, c'est pour préserver le volume au cours de l'hiver. Et ça s'inscrit dans la droite ligne des mesures décidées au niveau de la Commission européenne d'arriver jusqu'à 10% de baisse de la consommation énergétique à l'horizon 2024. Bon, voilà, c'est un mécanisme national. Les interruptibilités, c'est en cas de problème ponctuel de déséquilibre entre l'ensemble des entrées de gaz sur notre réseau et l'ensemble des sorties. S'il n'y a plus assez de gaz et si on n'arrive pas à faire augmenter les quantités de gaz qui rentrent, on devra faire en sorte de faire diminuer les quantités de gaz qui sortent. Je m'aperçois qu'on a dépassé le temps qui était imparti à cette réunion. Ce que je vous propose, c'est on va mettre fin, parce qu'il reste encore une bonne soixantaine de questions, donc on ne va pas arriver à répondre à toutes les questions, dont certains se recoupent. Je vous propose de mettre fin au webinaire. Bien entendu, toutes les questions feront l'objet d'un traitement, toutes les réponses seront apportées à toutes les questions. Vous retrouverez les éléments au début de semaine prochaine publiés sur nos sites. Moi, ce que je vous propose, c'est de remercier les différents intervenants, notamment Amélie et Emmanuel, qui se sont beaucoup entraînés pour essayer de rendre ce mécanisme intelligible. J'ai compris que ce n'était pas gagné. Et, je ne vais pas vous rassurer, c'est un truc qui est un peu compliqué, mais faisons en sorte tous ensemble que ça fonctionne. Vous avez 15 jours pour poser les questions, pour réfléchir avant que l'appel d'offres soit ouvert. Ensuite, vous aurez 4 semaines pour répondre à l'appel d'offres. Et au cours de ces 4 semaines, vous aurez à nouveau, au cours des 2 premières semaines, le temps d'utiliser la plateforme qui est développée. Et je remercie GRDF d'avoir réussi à développer cette plateforme de questions-réponses parce que ça va grandement aider tout le monde. Vous aurez à nouveau 15 jours pour poser vos questions. Et à l'issue de ces 4 semaines d'appel d'offres, nous sélectionnerons les réponses. Et vraiment, ce mécanisme, il vous permet, je vous propose de conclure, parce qu'autrement je pourrais parler des heures sur ça, il vous permettra, vous, si vous pensez que vous pouvez apporter un service au réseau gaz, en anticipant des baisses de consommation, en vous préparant et en sachant que si on fait appel à vous,
ce sera la veille pour le lendemain, que vous aurez l'information avant 16 h pour un démarrage à 6 h et vous serez rémunéré. Si personne ne répond à ce mécanisme et qu'il y a un problème majeur, on devrait aller vers les délestages. Et là, personne ne sait quand ça arrivera, sauf quelques heures avant. Les préavis sont de 2 heures. Donc voilà, on sent que tout ce qui peut être fait avant d'arriver au délestage sera utile pour l'ensemble de ceux qui consomment du gaz aujourd'hui ou qui travaillent dans le domaine gazier, que ce soit transporteurs, consommateurs, fournisseurs. Donc, je vous propose de mettre fin. Je vous remercie pour les questions qui continuent à arriver. Je vois que le chiffre augmente. Vous aurez les réponses. Et puis rendez-vous le 7 novembre pour le lancement de l'appel d'offres. Bonne journée à tous et n'hésitez pas à poser vos questions. Merci, au revoir. Bonne journée.